Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors ce soir, on va retrouver Christophe de Ton banquier à domicile et on va échanger sur une thématique qui vous intéresse vraiment si vous souhaitez donc investir sur l'année 2022. Continuez à investir en tout cas. On va parler de la nouvelle réglementation et de toutes les contraintes en termes de financement bancaire. Donc on va voir effectivement quelles sont l'évolution de la réglementation là, sur la fin de l'année 2021, donc qui vont être applicables à partir du 1er janvier 2022 et voir comment effectivement poursuivre vos investissements sur la nouvelle année. Ravie de pouvoir t'accueillir pour ce live. Parce qu'effectivement, on va parler d'une thématique qui investisse beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde, pardon. Aujourd'hui, nous, voilà, on a plusieurs, enfin, de nombreux investisseurs qui nous suivent, qui investissent dans l'immobilier et qui sont un petit peu inquiets face à l'évolution de la réglementation. Donc, on va pouvoir parler de tout ça ce soir. Ouais, avec plaisir. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être de te présenter rapidement. Ouais, donc je suis Christophe de l'équipe Ton banquier à domicile. J'ai travaillé à la banque pendant 15 ans et du coup, on a décidé de se lancer à notre compte pour répondre aux problématiques avec Stéphanie et Benjamin qu'ont les investisseurs, notamment sur la partie financement. C'est vrai qu'on a pas mal de monde qui nous sollicitait à la banque, qui venait nous présenter des dossiers bancaires, mais qui ne savaient pas présenter leurs dossiers, à qui il manquait des documents et qui avaient beaucoup de mal à multiplier les investissements. Aujourd'hui, on voit que les règles se sont durcies, donc justement, ce qu'on propose, c'est comment investir et surtout comment pouvoir continuer à se faire financer en illimité quelque part avec les règles qui se durcissent notamment. Ouais, ok, très bien. Donc vous êtes trois en fait, hein, vous êtes trois anciens Sur ton banquiers en fait, banquier à vous êtes trois domicile, associés. ouais, tout à fait. Sur ton banquier à domicile, on est trois. Donc il y a Stéphanie qui a 15 ans d'expérience sur le marché du crédit, notamment du particulier. Il y a D'accord, Benjamin qui était chargé d'affaires professionnelles, donc il s'est occupé pendant 10 ans des sociétés. Et d'accord, moi-même, qui étais en gestion de patrimoine et qui est fait aussi chargé d'affaires professionnelles, donc je me suis occupé également des sociétés. d'accord, Donc on ok, a une expérience qui est assez conséquente sur le marché, dans le domaine de la finance. d'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à accompagner pas mal d'investisseurs quand on était encore à la banque et on continue aujourd'hui au travers de notre nouvelle société, Ton banquier à domicile, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis peu, puisque ça fait 3-4 mois qu'on est sur les réseaux sociaux. D'accord, Avant, on fonctionnait essentiellement sur l'Île-de-France avec le bouche à oreille. d'accord, ok, très bien. Et vous investissez également tous les trois Alors, dans l'immobilier à titre perso. tout à fait. Stéphanie et Benjamin Mm. ont investi, donc eux, ils ont un peu moins de biens, ils ont deux, trois biens chacun, dont leur ARP. Moi, j'ai une trentaine de lots à titre privé, donc j'ai une trentaine de lots d'investissement immobilier, principalement des ensembles immobiliers que je divise afin de faire de la D'accord, division foncière et louer et avoir des revenus plus conséquents. d'accord, ok. Ok, bon, ben super. Donc oui, je pense que ton expertise va être très appréciée ce soir face à effectivement à l'évolution de la réglementation. Alors déjà, est-ce qu'on peut repartir pour expliquer de manière un petit peu synthétique l'évolution et les critères du HCSF, déjà expliquer rapidement ce que c'est et quels sont les critères au niveau notamment des ratios d'endettement. Enfin voilà, quels sont les critères qui vont être retenus par les banques à compter du 1er janvier 2022. Oui, bien sûr. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles règles en ce qui concerne le HCSF, donc le Haut Mm. Comité de stabilité financière. Ils ont fixé des recommandations depuis 2019, donc à savoir le taux d'endettement maximum préconisé pour les banques, c'était 35%. Les clients ne doivent pas Mm. dépasser 35% de taux d'endettement. Et la durée, c'était 25 ans maximum. Donc, au début, quand ils ont commencé à faire appliquer ces recommandations, les banques ne les ont pas suivies. En Ouais. fait, de quoi ont peur les autorités aujourd'hui? Ils ont peur qu'il y ait une hausse brutale des taux, donc des taux avec lesquels les banques prêtent l'argent, et du coup que ça engendre une chute de l'immobilier. Et se retrouver comme en 2008 avec les subprimes, avec des crédits bancaires qui seraient supérieurs à la valeur d'un bien. Donc c'est pour ça que
le HCSF a décidé, entre guillemets, de durcir les recommandations, même si elles restent les mêmes qu'avant. Simplement, les banques vont s'exposer à des amendes si elles ne respectent pas ces règles. Donc, quelles sont ces règles? Les règles, donc c'est taux d'endettement maximum de 35%, pourront déroger pour 20% de leur dossier. Sur ces 20%-là, ça sera 80% pour de la résidence principale. Il restera donc 20% de 20% pour les investisseurs. Donc, ça fait 4% à peu près. Donc, les banques pourront déroger à cette règle-là pour 4% de leur dossier pour les investisseurs. Oui. Ça, c'est la première chose, la première contrainte. La deuxième, oui, vous pourrez plus dépasser 25 ans, sauf pour des acquisitions en VFA ou avec de gros travaux, avec plus de 25% du prix du bien. Là, vous pourrez aller jusqu'à 27 ans. Donc, 25 ans plus 2 ans de différé. Sinon, la durée maximum, ça sera 25 ans. D'accord. Donc, ça, c'est les premières règles. Après, il faut savoir aussi que par rapport à la durée, la plupart aujourd'hui des banques financeront sur 20 ans pour du locatif et plus sur 25 comme avant. Ça va être de plus en plus compliqué d'obtenir des durées qui vont se rallonger. Donc, il va falloir prendre ça en compte et faire attention dans vos investissements pour les calculs de rentabilité notamment, ou cash flow que vous allez pouvoir générer. Les durées vont se raccourcir. Oui, d'accord. Ok. C'est que les opérations, il faut au moins que ce soit rentable sur 20 ans. Et après, si on arrive à avoir du 25 ans, mais c'est effectivement, c'est effectivement mieux. Mais oui, de plutôt présenter les projets au départ sur 20 ans. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, quand vous faites vos calculs, partez sur des investissements qui vont se faire sur 20 ans et plus sur 25 comme avant, parce que sinon, ça risque de fausser vos calculs et vous risquez de vous retrouver avec des problématiques à gérer s'il n'y a pas assez de cash qui se dégage et vous allez juste auto-financer l'opération et ça risque d'être problématique si vous voulez les multiplier. On va le voir après par la suite, mais voilà, faut faire attention à ça aujourd'hui. Ok, très bien. Voilà, juste aussi pour rassurer tout le monde, parce qu'en fait, ces critères, donc, ils vont être appliqués impérativement à partir du 1er janvier, mais en fait, les banques les appliquaient déjà largement, en fait, hein, c'est ça, hein, sur Tout 2021. à fait, c'est bien. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de nouvelles règles ou de nouvelles réglementations. C'est juste que avant de devoir les appliquer de façon un peu plus stricte. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, les banques dérogent que très peu, dérogent pour 21% de leur dossier. Alors que c'est 21% ce qui est recommandé. Donc au final, c'est juste un petit ajustement qui va avoir lieu. Mais ça posera pas de problème. Ça va être les mêmes règles qu'aujourd'hui. Mais on peut voir que en cette fin d'année, en 2021, là, nous, on accompagne pas mal de monde et on voit que c'est très compliqué d'avoir un financement. Maintenant, c'est pas impossible du tout. Je vais encore d'avoir un financement à titre perso de 600 000 euros avec 3 000 euros d'apport seulement et 50 différés avec une durée de 25 ans. Donc, tout est faisable. Il faut juste que ça soit un vrai partenariat qui sera créé, mais ça aussi, on va le voir par la suite. Mais il faut plus fonctionner en one shot et solliciter les banques pour une seule opération et après en solliciter une autre et puis faire ça ainsi de suite. Sinon, il va falloir mettre vraiment un partenariat en place et fonctionner sur la durée. Ah oui, bien sûr. En fait, moi, c'est ce que je dis, c'est un peu, en fait, aujourd'hui, il faut présenter de manière un peu plus professionnelle son dossier aux banques et il faut plutôt vraiment raisonner un peu comme, effectivement, comme un entrepreneur, hein, quand on va présenter son dossier, chercher un partenaire bancaire avec qui le courant passe bien, qui comprend bien le projet et auprès de qui vous pourrez solliciter un premier, puis un autre, enfin, en tout cas, d'autres projets d'investissement par la suite si effectivement vous lui présentez des projets qui sont rentables et qui restent dans des critères de leur côté. Ouais. Okay. C'est exactement ça. En fait, vous allez devoir présenter vraiment des dossiers complets à la banque. Déjà, c'est important, pour rebondir sur ce que tu disais, de présenter un dossier avec l'ensemble des documents. Vous pourrez nous envoyer un message en message privé. On vous enverra, si vous nous laissez votre mail, la liste des documents à fournir pour avoir un dossier vraiment complet à la banque et éviter les allers-retours. Donc, vous allez sur ton banquier à domicile, vous nous envoyez le message, on vous enverra la liste des documents. Vous verrez, parce que si vous faites des allers-retours, ce qui va se passer, c'est qu'il va manquer un document. La banque va vous solliciter, elle va vous demander le relevé de compte qui manque, par exemple. S'il manque après un bulletin de salaire, pareil, ça va être de nouveau un aller-retour. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les allers-retours, il va en avoir marre et du coup, le banquier va vous mettre un refus de crédit. Donc, juste pour un dossier qui sera pas complet, vous risquez de vous exposer à un refus. Aujourd'hui, c'est déjà super compliqué d'avoir des crédits, des financements. Donc, faites très attention à ça. Mettez vraiment l'ensemble des chances de votre côté et présentez un dossier complet. Connaissez les chiffres de votre projet. C'est important aussi quand vous présentez
le projet à votre banquier, de connaître vos chiffres. Parce que si vous savez pas les loyers que vous allez encaisser, si vous savez pas combien vous achetez, si vous n'avez pas le montant des travaux, ça va être compliqué d'intéresser la personne, votre interlocuteur en face, et du coup, que lui puisse présenter après s'il doit passer par son directeur ou par le siège qui valide votre dossier, ça va être très compliqué d'avoir une acceptation de crédit. Si vous savez déjà pas lui présenter, lui, il aura beaucoup de mal à le présenter à la personne qui sera au-dessus de lui pour valider. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Donc déjà bien connaître ces chiffres, présenter un prévisionnel carré, voilà, montrer vraiment au banquier que vous maîtrisez votre dossier, vos chiffres, Mm. la rentabilité, voilà, les montants des loyers estimés, toutes les charges que vous allez avoir et les différents décaissements. Ouais. Euh, alors attends, juste pour revenir sur la partie évolution un petit peu réglementaire récente, au niveau des taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe actuellement? On parle d'une hausse des taux, en fait. C'est ça qui est en train de se passer Ouais, aujourd'hui, tout à sur la fait. fin d'année? Là, on peut voir, oui, effectivement, qu'il y a une hausse des taux en cette fin d'année. Ouais. Après, c'est pas plus mal parce que, en fait, le fait que les taux remontent, ça permet aux banques d'avoir un peu plus d'oxygène et de pouvoir prêter plus facilement parce que le problème qui se posait, c'est que les taux étaient tellement bas, c'est normal que les banques resserrent aussi leurs critères pour l'obtention des crédits, puisque il y avait une marge qui était très faible, il y a un risque en face. Donc la banque, il y a une proportion, c'est comme tout commerce, il y a une proportion entre le risque et la rentabilité de ce que vous financez. Donc Mm. c'est vrai que c'est bien, c'est pas plus mal qu'il y ait une remontée des taux. Ouais. Ça, on voit qu'il y a une remontée aussi des livrets. Donc bon, c'est pas ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, mais c'est vrai que voilà, tout est corrélé. Donc il va y avoir effectivement une remontée des taux en ce début d'année. En cette fin d'année, on a déjà pu voir que c'était le cas. Oui, c'est ça, c'est la tendance là sur les 2 derniers mois, là, en novembre-décembre, a priori, ça remonte légèrement. Oui, c'est ça, il faut se dire aussi qu'effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est que la banque, elle a presque aucun intérêt à vous financer, étant donné que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, donc elle gagne très peu d'argent sur ce type de dossier, donc c'était pas C'est ça. forcément dans son intérêt, ouais. Et même pire, c'est dire Super. parce que le pire dans tout ça, c'est que la banque, elle prête sur du long terme, mais elle achète l'argent à court terme. Mm. Donc, elle achète sur des taux variables et à court terme, donc qui peuvent aller à la hausse. Et alors, par contre, elle prête sur du long terme avec des taux fixes. Donc, c'est-à-dire que les taux sont fixes, ils sont très bas. Elle apprête à des taux très bas et sur une durée très conséquente. Mais par contre, elle achète avec une durée très courte et un taux variable, donc qui va avoir tendance à monter parce qu'ils sont tellement bas aujourd'hui les taux. Donc, c'est pour ça, elle avait un réel risque en prêtant de l'argent aujourd'hui. Mm. Ok. Donc voilà, c'est ça. Au niveau de la tendance, bon, de toute façon, les taux étaient déjà tellement bas. C'est pas vraiment ça la problématique. Même, je pense, après, en tant qu'investisseur, il faut pas aller chercher absolument un taux, il faut chercher un partenaire. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, de toute façon, en fonction de votre statut, ça va être une charge qui va être déductible. Donc, le taux d'intérêt en lui-même, bon, on ne sait pas qu'on s'en fiche, mais bon, il faut peut-être regarder plutôt les conditions au global plutôt que le taux Ouais. d'intérêt. C'est un petit peu insignifiant en fait sur le montant emprunté en fait concrètement. Bah, tu as tout à fait raison. En fait, c'est exactement ça. Le taux aussi, on s'en moque, entre guillemets, Mm, puisque selon le régime fiscal a été bien placé pour le mm, dire, bah, selon le régime fiscal choisi, vous allez pouvoir aller déduire des intérêts. Donc, c'est pas les intérêts qu'il faut aller chercher. Il faut plus mm. aller chercher la durée, l'apport, mettre le moins Ouais, d'apport possible, mm, et puis le différer. Mais le taux, quelque part, enfin, moi, ça ouais, m'est arrivé que des investisseurs qui me sollicitaient me disent n'hésite pas à demander un taux plus important. Mais moi, à titre perso, c'est ce que je fais quand aujourd'hui j'ai une banque mm, qui m'octroie 50 différés et pas d'apport. Bah, je lui dis n'hésitez pas à remonter un peu le taux. Peu importe sur des loyers que vous allez encaisser quand vous faites une bonne opération, vous encaissez beaucoup plus de loyers que vos charges. Donc vous pouvez très bien après demander, même s'il y a un taux un peu plus haut, vous allez les déduire des revenus que vous touchez. Peu ouais, importe. c'est ça. Oui, voilà. Donc, faut pas se concentrer sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en tout cas, c'est pas le plus important sur votre projet. C'est sûr, je pense qu'il vaut Ouais. mieux négocier l'apport initial que que le taux d'intérêt.
c'est clair. Alors, une question également sur la partie taux d'endettement. En fait, jusqu'à présent, bon, plusieurs banques, notamment, nous on le voit effectivement, c'était le Crédit Agricole notamment, passer les dossiers en fait en différentiel. Là aujourd'hui, avec l'évolution de la réglementation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du différentiel? Est-ce que les banques vont continuer à l'adopter ou est-ce que c'est vraiment définitivement enterré ce mode de calcul pour l'endettement? Ouais, aujourd'hui, il y a plus de banques ou très peu de banques qui pratiquent encore le différentiel. C'est plus le calcul qui est à l'ordre du jour. Donc, le calcul du différentiel, avant, les banques prenaient vos loyers, pardon, prenaient 70% de vos loyers et faisaient la différence avec votre charge de crédit. Et si c'était positif, le rajoutaient à vos revenus. Si c'était négatif, le rajoutaient à votre charge. Aujourd'hui, les banques ne calculent plus comme ça. Comment elles vont procéder? Elles vont pondérer vos loyers, donc selon les banques, entre 70 et 90%, retiendront 70 à 90% de vos loyers, alors rajouteront à vos revenus, et de l'autre côté, elles prendront l'intégralité de vos charges de crédit et elles feront charge divisée par revenu fois 100. Et on peut voir que ce calcul, il impacte fortement votre taux d'endettement parce qu'en prenant les mêmes chiffres, alors je ne vais pas vous faire l'exemple aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en prenant les mêmes chiffres sur un même dossier, on passe de 27 à 52% d'endettement. Donc pratiquement le double. Donc c'est énorme. C'est très désavantageux pour les investisseurs et les gens qui veulent multiplier les investissements. C'est pour ça qu'il va falloir se professionnaliser, avoir vraiment des bons dossiers et on va voir comment on peut parer un peu cette nouvelle façon de calculer. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, le différentiel, là, les banques l'appliquent plus à court terme, Non, pour le moment. non, non. Ok. Aujourd'hui, en fait, ça fait partie aussi des choses que souhaitait le HCSF, c'est qu'il y ait vraiment une homogénéité dans les manières de calculer les taux d'endettement, etc., pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale et que tout le monde utilise les mêmes façons de calculer, tout le monde utilise les mêmes façons de faire. Donc ça, c'était aussi une des choses que le HCSF voulait vraiment mettre en place. D'accord, ok. Donc voilà, donc le différentiel, on n'en parle plus. Après, on verra comment les choses évoluent, hein. Mais effectivement, à court terme, on n'est plus sur ce mode de calcul et c'est vrai que c'est à la défaveur, en tout cas, des investisseurs, parce qu'un investissement qui était rentable et en plus qui dopait le taux d'endettement, aujourd'hui, ça va le dégrader en fait, hein, concrètement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est ce que on vient de voir juste avant, c'est que sur les mêmes chiffres, sur un même investissement, sur une même personne, une même situation, on passe du simple au double. Donc, effectivement, pour les investisseurs, il va falloir trouver une nouvelle façon et ça va passer en se professionnalisant et on va voir après la suite de notre entretien comment on peut faire. D'accord, ok. Très bien. Après, concernant l'évolution des choses, donc tu en as déjà parlé en termes de durée. Donc aujourd'hui, on va de moins en moins financer, aller jusqu'à 25 ans, c'est ça. Et majoritairement, les crédits pour l'investissement locatif vont plutôt être sur du 20 ans. Ça va être, Ouais. c'est un peu la tendance. Alors aujourd'hui, effectivement, la tendance, on travaille en partenariat avec beaucoup de banques sur l'Île-de-France, mais aussi sur la France. Oui. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que là aussi, là encore, il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise sur les biens, sur les investissements locatifs. On va plus être sur des durées de 20 ans maximum. Alors, il y a encore des banques qui permettent de faire 20 ans plus 2 ans de différé, mais la plupart des banques aujourd'hui, sur du locatif, on va être à 20 ans maxi, y compris de différé. Alors, c'est pas une généralité, ça veut pas dire que vous ne pourrez plus aller sur 25 ans, ça veut pas dire que vous n'obtiendrez plus 25 plus 2 ans de différé, mais ça va être de plus en plus compliqué. Et il y a de moins en moins de banques qui pratiquent des durées plus longues qui vont au-delà de 20 ans pour du locatif. Après, pour de la RP, vous pouvez encore obtenir du 25 ans, voire du 25 plus 2. D'accord, ok. Donc c'est juste en termes de stratégie, en fait, quand on va présenter un dossier à la banque, de base, on le présente sur 20 ans. Et si dans le cadre de la négociation, ça passe, on demande sur 25 ans. Mais à la base, il faut que le projet soit déjà rentable, en fait, sur 20 ans, hein. Concrètement, c'est ça qu'il faut exactement. en conclure, hein. En fait, ce qu'il va falloir essayer de négocier, ça va être surtout le différé qui va aller au-delà des 20 ans. Donc 20 ans plus 24 mois, de différé, par exemple.
Voilà, parce que si jamais vous sollicitez du 25 ans, déjà essayez de prendre la température en amont lors d'un premier rendez-vous ou lorsque vous avez la personne au téléphone pour fixer le rendez-vous si c'est pas votre partenaire bancaire habituel. Si c'est votre partenaire bancaire habituel, essayez de le sonder en amont. Hmm. Mais 25 ans, ça va être très compliqué. Moi, je vois sur les derniers dossiers là que je présente à titre perso et pour les clients qu'on accompagne, bah les banquiers sont très réticents quand vous leur parlez de 25 ans. D'accord, ok. Ok. Non, mais voilà, ça en tout cas, c'est important de le savoir et à l'intégrer dans sa stratégie. Quand on le sait, ça évite de présenter déjà un dossier sur 25 ans qui est déjà très juste. Et si le banquier vous dit ça sera sur 20 ans, de toute façon, votre dossier ne passe plus en fait. Donc là, vous êtes bloqué. Bah, idem sur. Alors déjà, c'est ça. Donc prévoyez en amont. Vous avez des logiciels qui Mm, permettent ou des sites aujourd'hui de calculer vos mensualités. Donc quand vous allez présenter vos chiffres au banquier, bon, soit vous mettez entre parenthèses 25 et vous mettez la ligne en dessous avec 20 ans pour avoir la calcul de la mensualité. mm, Euh, mais essayez de pas le brusquer, pas de le froisser au tout début de l'entretien. Pareil pour l'apport. Faites attention aujourd'hui, l'apport qui va vous être demandé, bien souvent, ça va être au moins 10% du projet. mm, Euh, de l'investissement, ce qui correspond à tous les frais annexes. Aujourd'hui, la banque, donc c'est ce mm, qu'on disait en introduction, ils veulent plus s'exposer au fait d'avoir un crédit qui soit supérieur à la valeur du bien. Donc mm, ça passe notamment par l'apport des frais de notaire, des frais de garantie, des frais de dossier. C'est à environ 10% de votre montant d'acquisition. D'accord, ok. Donc là, même chose en termes de stratégie. De base, on présente un dossier avec 10% d'apport. Et si possible, après, on négocie pour réduire peut-être le montant d'apport. Mais il faut que le dossier, même chose, puisse passer avec 10% d'apport. C'est ça. Hmm. C'est ça. Là, oui, Faut parce que c'est vraiment, ça. voilà. En fait, on a aujourd'hui on voit quelques investisseurs qui sont encore braqués sur je veux du 110%, je vais être financé, voilà, les frais de notaire, les travaux, la totalité. Mais aujourd'hui, même chose, il vaut peut-être mieux chercher un partenaire bancaire qui va vous suivre dans la durée plutôt qu'un partenaire one shot qui risque de vous faire du 110% pour une fois, mais après qui ne vous suivra plus pour la suite, en fait. C'est exactement ça. Hmm. En fait, aujourd'hui, il faut partir du principe que voilà, 110%, c'est terminé. Vous pouvez toujours, Hmm. encore une fois, c'est comme pour la durée, vous pouvez l'obtenir. Mais partez du principe où vous allez devoir mettre 10% d'apport, et encore, c'est vraiment le minimum, parce qu'il y a de plus en plus de banques qui demandent en plus de ces 10% entre 5 à 20% du montant de votre investissement. Donc, Hmm. ça devient de plus en plus commun. Donc, attention, parce que pour solliciter vraiment beaucoup de crédits, que ce soit à titre perso ou pour les clients, encore une fois, on s'aperçoit que les tendances ont vraiment un effet, enfin, c'est comme une boule de neige, quoi. Les premières banques Hmm. l'appliquent, et puis ensuite les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, et ça devient de plus en plus répandu. Donc Hmm. attention vraiment au prochain financement que vous allez solliciter, ça risque de devenir la norme pendant un temps en tout cas. Après, Hmm. encore une fois, ça sera à vous de démarcher plusieurs banques pour voir et trouver votre partenaire bancaire qui va vous correspondre et qui pourra vous accompagner sur un ensemble de projets et aux conditions que vous souhaitez. Mais pour ça, il va falloir mettre des contreparties dans la balance. D'accord, ok. Donc la même chose, on présente de base le dossier, c'est ça, sur 10%, et après éventuellement le négocier à la baisse où on voit effectivement si ça passe avec le banquier de réduire le montant de l'apport. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez en avant le fait sur votre présentation que ce que vous mettez pas en apport, vous allez le placer en assurance vie. Par Oui. exemple, vous faites une acquisition à 200 000 euros. Les frais de notaire, les frais annexes, etc. vont être de l'ordre de 20 000 euros. Vous dites au banquier, bah voilà, moi ce que je vous propose, c'est que je les mets pas en apport. En revanche, je les place sur une assurance vie aux conditions que vous souhaitez. On peut faire 50% sur du fonds euro et 50% sur du fonds action. Comme ça, vous D'accord. diluez un peu le risque. Lui, il est content, il a un produit de placement. Vous, votre argent est placé et en échange, vous obtenez le 110%. D'accord, ok. Ok. Oui, c'est bon, faut toujours penser aux contreparties parce que le banquier, il aura envie, bien sûr, de négocier avec vous si aussi ben, vous lui permettez de vendre certains produits en face. Il a des objectifs, lui, en termes de vente de produits. Donc, toujours penser à ça au niveau de la négociation. Ouais. C'est Ok. ça exactement. Aujourd'hui, ça va être vraiment important si vous voulez avoir un partenaire sur du long terme de fonctionner vraiment avec une relation gagnant-gagnant. Ça veut dire que lui, il va vous financer aux conditions que vous souhaitez ou en tout cas, il va vous accompagner sur vos investissements et sur vos financements. Vous, en échange, il va falloir mettre des produits d'épargne
Donc, ça va être de l'épargne moyen long terme parce qu'aujourd'hui, ça intéresse plus les banques d'avoir des livrets A, d'avoir des LDD. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des plans épargne action, avoir de l'assurance vie avec des fonds actions. Donc voilà, il va falloir que vous jouez le jeu avec ça. Pareil pour les assurances, qui est l'assurance propriétaire non occupant. N'allez pas voir AXA ou la Matmut pour gagner 5 euros. Prenez-le avec la banque. Ça montre que vous êtes vraiment dans une démarche de partenariat et que vous voulez travailler avec elle. Pareil pour ce qui est forfait téléphonie. Aujourd'hui, beaucoup de banques proposent des téléphones avec des forfaits. Vous avez des forfaits avec des réseaux, SFR, Bouygues. C'est pas SFR et Bouygues qui vont vous financer. Donc vraiment, prenez un maximum de produits avec la banque. Ça les encourage à vous accompagner. Ça va être plus difficile de vous dire non si vous avez beaucoup d'équipements que si vous jouez pas le jeu. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc il faut prendre tout ça en compte, hein, effectivement, pour aller voir la banque aujourd'hui et bon, jouer le jeu sur certains produits. L'assurance, c'est ça, pour économiser quelques euros par mois ou chaque année. Je pense que ça me paraît plus cohérent de le demander à la banque. Et puis effectivement, le banquier est content, il a vendu aussi un produit complémentaire et ça permet de maintenir une relation durable dans la durée, en fait. C'est ça, en fait, ce que je vous conseille de faire, nous, ce qu'on fait avec les clients qu'on accompagne, c'est qu'en dernière page du projet, de la présentation du projet, on met une liste de contreparties que le client pourrait mettre en place. Donc, D'accord. vous proposez déjà en amont à la banque, comme ça, ils voient la démarche, vous avez été sur leur site, vous regardez les produits qu'ils proposent et vous leur dites, bah voilà, moi, je pourrais prendre ça comme produit, c'est-à-dire de l'épargne, je pourrais prendre ça, je pourrais prendre l'assurance, je pourrais prendre le téléphone. Et ils vont voir que vous êtes vraiment dans une démarche où ils vont travailler, ils vont pas chercher un crédit sec parce qu'aujourd'hui, si vous amusez juste à faire des crédits secs, la banque, ça les intéresse pas. Et en plus, la banque fonctionne avec un système de score. Tu me dis, Célia, si je parle trop et que tu me passes à une autre Ah non, non, question. non, non, vas-y. Non, je t'en Euh, prie. du coup, la banque fonctionne avec un système de scoring. Donc, chaque Ouais. client est noté. Vous avez une note qui vous est attribuée en tant que client. Plus vous allez fonctionner avec la banque, plus cette note va monter. Plus la note va monter, plus la banque va pouvoir vous financer. Parce que chaque banque a une délégation, chaque agence a une délégation. Et plus la note, le scoring est élevé, plus la délégation est importante. Donc pour vous, il va falloir faire monter cette délégation. Et ce scoring, comment vous allez faire? Vous allez domicilier des revenus. Le fait d'avoir du flux sur votre compte, ça entraîne la hausse du scoring. Donc c'est important de domicilier des revenus. Si ce n'est pas vos revenus de votre activité pro, ça peut être vos revenus locatifs du bien en question. Mais il va falloir prendre une carte de crédit, une carte bancaire à la banque et faire des dépenses. Donc, tous les matériaux que vous allez avoir à acheter, les dépenses que vous allez avoir à faire, des prélèvements, etc., il va falloir domicilier sur le compte. Le fait de générer du flux, ça va augmenter votre scoring. Pareil, l'équipement bancaire que vous allez avoir, que ça soit l'épargne que vous allez confier à la banque, ça va vous faire augmenter votre scoring. Pareil également pour tout ce qui est équipement en assurance, en téléphonie. Plus vous allez être équipé avec la banque, plus le scoring va être important et plus la banque et l'agence va pouvoir vous suivre sur vos financements et vos investissements. Hmm. Alors, une question réglementaire, puisque effectivement, tu travaillais en banque. Après, ces contreparties, en fait, concrètement, rien n'est noté par écrit. C'est-à-dire que quand on signe l'offre de crédit, ça peut pas être indiqué à l'intérieur qu'on a l'obligation de domicilier ses revenus, qu'on a l'obligation de prendre l'assurance ou de prendre le téléphone. Non. Alors, Hmm. il n'y a pas d'obligation. Il y avait quelques banques il y a encore peu de temps qui marquaient dans leur offre de prêt que vous deviez domicilier vos revenus. Si ce Oui. n'était pas le cas, il pouvait y avoir une hausse de taux ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, la plupart des banques ne le pratiquent plus. Il n'y a plus rien qui est inscrit. Ou en tout cas, elles ne peuvent pas vous Oui. obliger à mettre vos assurances, votre portable chez eux. Non. Hmm. C'est juste que, voilà, c'est un engagement Ouais. moral entre vous et le banquier. Et que si vous voulez fonctionner sur du long terme, bah, ça va être important de le faire. Après, si vous voulez faire du one shot, rien Ouais. ne vous oblige de fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, Ouais. avec les règles et les critères qui se renforcent et que c'est de plus en plus compliqué d'obtenir vos financements, si vous faites pas cette démarche-là, que vous ne rentrez pas vraiment dans une démarche de partenariat, de travailler avec la banque, vous y arriverez pas, vous pourrez pas multiplier les investissements. Non, oui, bien sûr. Non, non, mais c'était juste de manière réglementaire parce que c'est toujours précisé, mais concrètement, il n'y a pas d'obligation légale, hein. Non, On est- bien sûr, il n'y a aucune Hum, obligation. Ok, C'est juste encore une fois entre vous et la banque. oui, d'accord. Ok. Euh, ok, donc est-ce que tu conseilles là en termes, en tout cas, d'apport en fonction de son dossier, c'est de partir toujours. Alors après, tout dépend peut-être l'encours bancaire que l'on sollicite,
mais c'est de partir sur cette base de 10%. Pour des projets plus élevés, effectivement, la banque peut demander plus. Est-ce qu'il y a des niveaux, en fait, de… Non, en fait, tout dépend de la stratégie que vous allez mettre en place et de la façon dont vous allez investir. C'est-à-dire que si vous achetez en nom propre, la banque va vous demander environ 10% de votre projet Hmm. enfin 10% de votre investissement, pas de votre projet. Parce que si vous avez des travaux, ça rentre pas en compte. À l'inverse du professionnel, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde cette partie maintenant ou si tu veux qu'on la garde pour après, mais sur du nom propre, on va vous demander 10% de votre acquisition qui correspond aux frais de notaire et peut-être 5 à 20% en plus de ces 10% aujourd'hui parce que les banques demandent de plus en plus d'apports. Mais partez si vous voulez être tranquille, partez entre 15 à 20% d'apport où vous êtes sûr de ne pas vous tromper. D'accord. Ok. Ok. Mais en tout cas, il faut bien se dire que 10% aujourd'hui, oui, c'est le minimum. Dans la plupart des cas, 9 fois sur 10, ça va être vraiment le minimum. D'accord, ok. Donc oui, quand on y va bille en tête en se disant je vais avoir un financement sur la totalité, j'apporte rien, je prends rien à la banque, là aujourd'hui faut arrêter Non. vraiment d'avoir cette stratégie cette mentalité déjà quand on va négocier en banque, hein, parce que je pense que ça peut poser problème. Ça n'existe plus. À part si vous avez un très bon dossier, vous êtes en position de force, vous êtes à 25% d'endettement, vous sollicitez un emprunt, Mm, vous avez de l'épargne chez eux, vous êtes très bon client, là, il n'y a pas de souci. mm, Mais encore une fois, voilà, tout dépend bien sûr. de la stratégie que vous allez mettre en place et de là où vous en êtes dans vos projets. Ah oui, ok. Euh, pour aller un peu plus loin là, sur les stratégies pour continuer à investir, après, il existe, parce qu'on parle effectivement de professionnaliser son activité. Alors, ça peut être au moyen de sociétés, on va en discuter, mais effectivement, il y a des structures juridiques aujourd'hui qui permettent d'emprunter et qui ne vous placent pas sous la réglementation du HCSF. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, depuis tout à l'heure, je ne voulais pas aborder trop tôt le sujet, mais dès l'instant que vous allez acheter en société, alors pas forcément en SARL, ça peut être même en SCI, que ce soit en SCI à l'IR pour l'instant ou SCI à l'IS, vous allez passer en dehors des contraintes du HCSF, c'est-à-dire que vous ne faites plus partie des dossiers pour lesquels les banques ont des réglementations et des règles à suivre. Donc, dès l'instant que vous achetez en SCI, en SARL de famille, en SAS, vous allez Mm. pouvoir aller au-delà des 35% d'endettement, puisque la banque pourra aller au-delà de ces 35% d'endettement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ira jusqu'à 60 ou 70% d'endettement, mais ça va être comme il y a encore, comme jusqu'à encore il y a un an, où la banque vous accompagnait sur des projets où vous êtes à 37, à 40%, à 42% d'endettement. Elle a la possibilité de le faire. Maintenant, ça va être à elle de décider si elle le fait ou pas. Et bien Mm. souvent, elle va vous demander encore une fois des contreparties pour faire cet effort-là, c'est-à-dire un peu plus d'apport, des durées plus courtes. Mm. Après, il y a une chose aussi dont il faut être conscient, c'est quand vous allez acheter en société, donc que ce soit en SCI à l'IS, que ce soit en SARL de famille, en SAS, en SASU, vous allez être sur des durées plus courtes. La banque va assimiler ça à un prêt pro et plus à un prêt habitation. Du coup, vous allez passer sur des durées qui vont être de l'ordre de 15 ans, voire 20 ans si vous avez de la chance. Mais la plupart du temps, ça va être sur 15 ans. Donc faites attention à ça. On a beaucoup de gens qui nous ont sollicité il y a 2, 3 mois parce qu'ils avaient la meilleure stratégie fiscale, ils avaient vu des fiscalistes, alors c'était top, la structure était parfaite, l'investissement, tout était nickel, sauf qu'ils n'obtenaient plus leur financement. Parce que déjà, il faut être conscient que la plupart des banquiers, il y a une complexité, donc ça se monte comme un projet pro, donc tout le monde ne sait pas le faire. Mm. Et en Mm. plus, il faut être conscient pour vous, pour votre investissement, là encore, vous allez plus partir sur 20 ou 25 ans, mais bien souvent sur 15 ans. Donc les durées vont être plus courtes, les mensualités vont être plus importantes. Donc la banque, là, ne va pas regarder que votre endettement, parce que ça va être assimilé à un projet pro. Donc ils vont plus regarder votre projet. Par contre, la durée va être plus courte et l'apport va être plus conséquent, parce que là, on va plus vous demander 10%, mais on va vous demander entre 20 et 30% de votre projet global. Ça veut dire que là, si vous avez des travaux, par contre, ça va rentrer dans l'apport, dans les 20% d'apport qu'on va vous demander. Ça veut dire que si vous avez 200 000 euros, pour reprendre le terme tout à l'heure, d'investissement et 100 000 euros de travaux, la banque ne va pas vous demander 20% des 200 000, mais elle va vous demander 20% de 300 000, de 200 000 d'acquisition plus 100 000 euros de travaux. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, là, en fait, on monte vraiment un projet comme un professionnel, mais d'ailleurs comme une entreprise classique.
Si vous exactement. reprenez une activité, que ce soit de la restauration, enfin voilà, peu importe le secteur d'activité, quand vous allez voir le banquier avec votre prévisionnel sur un projet de reprise comme ça d'entreprise, la banque va vous demander un apport en tant que professionnel et va vous demander 20 à 30% d'apport. Donc en fait, on retombe vraiment sur l'aspect professionnel, hein, comme un chef d'entreprise classique en quelque sorte. On retombe un C'est petit peu sur les exactement mêmes ça. conditions. Vous êtes plus seulement investisseur, vous Mm. êtes aussi entrepreneur. Donc là, vous allez devoir raisonner, comme disait Célia, sur vraiment en chef de société et puis en chef d'entreprise, pardon, et vraiment avoir une approche globale de votre projet. Mm. Alors, juste pour revenir sur la partie SCI, parce que nous, on voit beaucoup d'investisseurs qui investissent sous différents statuts. Et aujourd'hui, la SCI, j'ai l'impression quand même que ça dépend des banques. Certaines banques, on voit des refus de crédit sur des SCI parce qu'ils considèrent, eux, qu'ils se placent sous la réglementation du HCSF. Ou on a certaines banques qui disent, OK, on n'est pas sous la réglementation du HCSF à partir du moment où il y a une personne morale, une holding au-dessus de la SCI. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est chaque banque aujourd'hui qui fait un petit peu sa sauce? Parce que là, typiquement, là, la semaine dernière, pour un client que l'on accompagne, son projet était refusé en SCI et son projet est financé en SAS au final. Le même projet en fait, mais il ne voulait pas suivre sur une SCI. Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est chaque banque fait un peu à sa sauce, parce que j'ai Ouais, l'impression que personne n'est encore au fait de la nouvelle réglementation, mm, à quelle sauce ils vont être mangés en début d'année. Ils savent pas si les STI à l'IR vont rentrer dans les réglementations ou mm, pas, parce qu'au final, les STI à l'IR, c'est transparent, donc ça a mm. aucune différence avec un achat en nom Oui. propre, pratiquement. Enfin, t'es mieux placé que moi pour le dire, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre le fait qu'en SCI à l'IR, on échappe à cette réglementation et pas en nom propre, quoi. Mais Mm. après, quand c'est de l'investissement pro, effectivement, c'est pour eux, ils vont se dire, bon, bah voilà, même en SCI à l'IS, vous êtes sur un investissement pro, comme sur un achat en SAS. Hmm, ok. Bon, j'ai l'impression en fait que c'est chaque banque quand même qui fait un petit peu sa sauce et certains enfin, ouais, certains banquiers font un peu de zèle ou savent pas comment peut-être interpréter pour le moment la Non, réglementation, mais dans les textes c'est SCI. À partir du moment où on est sur une SCI et qui plus est à l'impôt sur les sociétés, a priori on échappe, normalement en principe on échappe à cette réglementation dans le bien principe. sûr. Hmm, Bien sûr, bien sûr. Vous êtes en société, donc après hmm, c'est pareil. Est-ce que vous avez intérêt à insister sur le fait que vous êtes en SCI à l'IS? Moi, des fois, ce que je conseille aux clients, c'est de être en SCI à l'IS, mais pas le mettre en avant parce que la banque va raisonner comme une SCI à l'IR. Du coup, ah bah, vous montez un financement habitation et du coup, vous allez passer sur des durées plus longues et de l'apport moins important. Donc, des fois, vous avez tout intérêt à pas trop mettre en avant le fait d'être en SCI à l'IS. La plupart des banquiers ne voient même pas si vous êtes à l'IR ou à l'IS. Pour eux, la SCI a des offices à l'IR. oui, 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 certains banquiers font pas la différence. Et certains Non, banquiers demandent, hein, on a eu le cas où effectivement ils demandaient, voulaient s'assurer que la SCI était bien à l'impôt sur le revenu et pas à l'impôt sur les sociétés. Bon, parfois on a des raisonnements un peu bizarres au niveau des banquiers où justement, dernièrement aussi, on a vu sur certains projets, ils voulaient effectivement déroger aux règles du HCSF, mais à partir du moment où la SCI, elle était détenue par une personne morale. Si elle était détenue en direct par des personnes physiques, ils traitaient le dossier comme un dossier particulier avec les critères d'endettement. Mais j'ai l'impression que ça dépend vraiment des banques en fait. ouais, parce que c'est un peu spécial, ça aussi, c'est pareil. Le fait Mm. que, il y a une holding, ok, d'accord, qu'il y ait une société une personne morale dans la SCI, c'est une chose, mais si vous êtes à l'IS, vous êtes à l'IS de toute façon, et Ouais. la SCI est à l'impôt sur les sociétés, donc, enfin, perso, je vois pas trop ce que ça change. Après, je sais Ah pas, oui. je pense que, il y a un problème vraiment euh, chaque banque, comme tu le disais tout à l'heure, interprète comme un vœu, il y a un problème Mm. d'interprétation là-dessus, et je pense que ça sera plus clair au début d'année. Ouais, d'accord, ok. Oui, oui, je pense aussi, parce que là, c'est chaque banquier fait un petit peu, on va dire, Ouais. sa loi sur les dossiers, mais, euh, mais ok, en fait, de toute façon, c'est ça. En tout cas, si vous voulez continuer aujourd'hui à investir, que vous êtes, aujourd'hui, vous dépassez, par exemple, 35%, admettons, vous êtes à 37%, vous avez investi jusqu'à présent en nom propre, la solution, c'est quand même d'investir via une société. Ouais, c'est ça. En fait,
aujourd'hui, il va falloir faire attention aux différentes interprétations. Tu peux avoir même une agence au sein de la même banque qui va te dire une chose et une autre agence qui va te dire quelque chose de différent. Mm. Donc, il faut vraiment préparer votre projet, mais aussi être un peu flexible sur ce que vous demandez pour pouvoir rebondir si jamais vous avez un bien qui est vraiment intéressant et que vous voulez à tout prix le faire financer. Ayez une issue de secours, sinon vous allez vous retrouver bloqué. Donc, Mm. prévoyez peut-être je sais pas, une acquisition en SCILR, faites 2 présentations de projet pour pouvoir avoir une issue de secours si jamais vous avez des refus et que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous faire financer avec la première stratégie que vous avez mise en place. Ah ouais, d'accord. Ok. Et sur la partie, donc, si on relève plus de ces critères-là, du HCSF, on est en société, bon, SCI ou même société d'exploitation, enfin une SARL ou une SAS, enfin une société commerciale classique, est-ce que donc dans ces cas-là, ils regardent quand même forcément la situation personnelle Des des cautions. dirigeants, bien sûr, Hum. mais quelle est l'analyse au niveau de l'endettement? Est-ce qu'ils font vraiment une analyse au niveau de l'endettement ou c'est plus une analyse, on va dire, globale, patrimoniale? Ils regardent effectivement bon, les revenus, le reste à vivre, un petit peu peut-être comme à l'époque, mais est-ce qu'ils ont vraiment cette analyse poussée au niveau du taux d'endettement? Alors, effectivement, quand vous passez sur une structure pro, on va analyser votre projet, la banque va analyser votre projet dans la globalité. Donc, comme tu disais, les chiffres, etc. Vraiment comme si tu investissais en société, comme quand tu sollicites Ouais, un crédit par le biais de ta société. Mais par d'accord. contre, il va y avoir quand même une étude des cautions qui va être réalisée. Donc, les Ouais. cautions, c'est les personnes physiques qui sont au sein de la SCI ou de la structure de la société SAS, etc. Et il va y avoir une étude des cautions qui va être réalisée parce que ça reste de l'investissement IMO. Donc, c'est Mm. important de voir aussi que la personne ne s'endette pas à 50, 70%, 80%. Maintenant, il y a une approche qui est un peu différente quand vous investissez en structure, puisque c'est vraiment assimilé à un crédit pro. Et du coup, on va regarder aussi votre professionnalisme, ce que vous avez déjà fait sur les investissements locatifs précédents. On va regarder un peu votre situation patrimoniale. On va regarder un ensemble de choses. Ça va pas être uniquement Mm. votre endettement. Maintenant, après, ça, c'est plus toi qui es amené à faire cette démarche-là avec tes clients, je pense. Mais ça rentre dans le cadre d'une stratégie. Il faut pas que tout le monde se lance en société. J'ai eu des clients qui faisaient leur premier investissement, ils voulaient faire en société, mais je leur dis pourquoi tu veux faire une Mm. société comme des gens qui veulent monter une holding mais qui ont rien du tout. Enfin, Oui. ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que ça soit dans le cadre d'une stratégie globale et pas que pour un financement parce qu'ils ont vu ça à la télé ou sur Internet. Mm. Donc, mais l'étude va être vraiment voilà, plus professionnalisée, entre guillemets, va être corrélée à votre projet, en plus d'être corrélée à la personne physique qui sera caution. D'accord, ok. Il n'y aura pas de barrière pour un taux d'endettement spécifique. Ils vont regarder la situation globale quand même. Ouais, bien sûr. La Mm. situation va être prise, voilà, voilà. Faut vraiment plus dans sa globalité par rapport à votre projet plutôt que par rapport à la personne physique. Mais il y aura quand même une étude Mm. de la caution qui sera réalisée obligatoirement pour voir que vous n'êtes pas quand même à 70 ou 80% d'endettement. C'est un peu pareil. Après, ça va être super Ouais, important là cette fois-ci d'avoir un business plan qui tient la route encore plus ouais, que quand vous achetez en nom propre ou en SCI. Parce que c'est ouais. ça que la banque va regarder. En fait, c'est comme un chef d'entreprise. Mm. Là, tu vas vraiment venir à la banque pour présenter ton projet, ton petit bébé, et Mm. leur montrer que vos chiffres tiennent la route et que vous êtes capable de faire des investissements, que vous êtes un professionnel, mais que vous n'êtes plus Mm. l'investisseur lambda. Et aujourd'hui, il va vraiment falloir pour les gens qui veulent multiplier leurs investissements, qui comprennent qu'ils vont devoir passer par ce type de structure, parce que le fait que les banques ne pratiquent plus le calcul du différentiel, vous allez vite arriver au taquet de l'endettement et vous allez Mm. vite être bloqué. Donc, ça va être important de pouvoir passer sur des structures pro, mais pour passer sur des structures pro, il va falloir être plus formé et accompagné parce que vous n'allez plus avoir les mêmes critères au niveau de la durée de votre emprunt, vous n'allez plus avoir les mêmes apports qui vont être demandés et il va falloir vraiment présenter votre business comme un professionnel et plus comme un particulier. Ah oui, c'est ça. Donc, arriver en fait avec un prévisionnel, hein, où vous faites le point C'est ça. entre votre chiffre d'affaires, vos différentes charges, une partie résultat, on va dire, d'exploitation, et puis une partie suivi de trésorerie de votre projet. Le suivi de trésorerie, c'est voilà, le cash flow pour l'investisseur, on va dire, plutôt particulier, qui regarde vraiment sa rentabilité et son cash flow. Mais voilà, présenter un prévisionnel complet où justement ça va vous permettre de rassurer le banquier, de voir que vous maîtrisez votre projet et que vous maîtrisez vos chiffres. Donc vraiment, c'est ce qu'on disait, professionnaliser, on revient sur ça, mais
Euh, ok, alors j'ai une question. Moi, si on part sur un financement, on va dire en société, dans ces cas-là, en termes de garantie, là, on part sur de l'hypothèque nécessairement pour les prises de garantie. Alors ouais, ça va plus être des garanties réelles, donc hypothèque Oui, et PPP. d'accord. Euh, donc voilà, après là, il va y avoir, ça va changer à partir du 1er janvier, mais on part sur des garanties réelles, effectivement. Donc c'était jusqu'à présent l'hypothèque pour les biens qui n'existaient pas, les travaux, etc., les rachats de prêts, et pour l'existant du PPD, du privilège de prêteur de données. D'accord, ok. Donc là, de toute façon, quand on sort de ces critères d'endettement, a priori, là, les organismes de cautionnement bancaire classique, type crédit logement, etc., de toute façon, enfin, on est refusé déjà, on n'est plus sur ce type de... Ouais, c'est plus complexe, d'autant plus que, par exemple, pour prendre l'exemple de crédit logement, si vous achetez en nom propre également, dès l'instant que vous avez des critères qui dépassent un peu ce qui est préconisé, l'endettement, vous avez des choses un peu atypiques, par exemple la SACEF aussi, dès l'instant que vous avez plus de revenus locatifs que de revenus de votre activité professionnelle, vous avez des refus. Donc, il faut pas se focaliser sur les organismes de caution. Malheureusement, il y a beaucoup de banques qui les sollicitent en amont, comme la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, qui vont solliciter leur organisme, donc la SACEF, qui est leur organisme de cautionnement, en amont. Et bien souvent, si vous avez un refus de ces organismes, vous allez avoir beaucoup de mal à faire accepter votre crédit, sauf si, encore une fois, vous avez une vraie relation avec votre partenaire bancaire et qui va pouvoir vous financer par le biais d'une hypothèque ou d'un PPD. D'accord, ok. Mais oui, c'est pas systématique. La banque, parfois, bon, après, certains banquiers quand même se rendent compte des dossiers et sur certains dossiers, quand ils voient qu'on dépasse les critères, ils partent directement sur une hypothèque, hein, j'ai l'impression. Ouais, Ça oui, dépend bien du sûr. conseiller bancaire aussi. Bah, ça dépend du conseiller bancaire et de Mm, la banque. Mais mm, effectivement, enfin, moi, je sais qu'en tant qu'ancien banquier, quand j'avais un dossier qui, enfin, je voyais qu'il rentrait pas dans les normes, je m'embêtais mm, pas à le présenter au Crédit Logement parce que vous savez très bien que vous allez perdre du temps et que vous allez avoir un refus à la fin. Et c'est mm. pareil aujourd'hui quand je présente mon dossier perso ou des dossiers à des clients qui dépassent les conditions d'octroi. Enfin, je sais très bien, la SACEF, que voilà, si vous avez trop d'investissements locatifs, vous n'allez pas rentrer dans le cadre. Et du coup, ça sert à rien de les solliciter. Vous pouvez dire au banquier, voilà, ça passera pas. Après, ils veulent quand même en amont des fois le présenter à leur organisme de caution parce que ça leur permet d'avoir une sécurité supplémentaire et d'avoir un deuxième contrôle. Donc, c'est pour ça que bien souvent, ils vont quand même les solliciter pour avoir leur avis et voir ce qui pêche dans votre dossier. Mais il n'y a Mm. pas d'obligation. Bien sûr, le banquier, il a le choix après de passer au-delà. Oui, oui. Mais bon, si le banquier se borne sur un organisme de cautionnement, a priori, on va dans le mur. Si déjà on est au-delà de 35% d'endettement, il y a de très faibles chances quand même que l'organisme de cautionnement suive, hein. Il vaut mieux partir sur une hypothèque. C'est ça. C'est ça. Mm, Si vous voulez vraiment avoir le financement aujourd'hui et que vous avez déjà pas mal de biens et que vous êtes au-delà du taux d'endettement, si vous vous mm. basez que sur les organismes de cautionnement, vous n'aurez pas de prêt. Ouais, ouais, ok. Oui, donc quand on dépasse et quand on cherche voilà, vraiment les stratégies à multiplier ses biens, bah après on part directement de toute façon au niveau des garanties, sur des prises au réel, enfin voilà, hypothèque, prêteur de deniers, Ouais. ce type de garantie. Ok. Euh, donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que tu conseilles, toi, sur les personnes qui te sollicitent pour faire financer donc, des dossiers de crédit immobilier. Au-delà, bon, quelqu'un qui a déjà investi, on va dire, en nom propre, qui a dépassé légèrement ce taux de 35% d'endettement. Là, tu conseilles de partir, d'investir, en tout cas via des structures, via des sociétés SCI ou sociétés après commerciales en fonction des projets. C'est ça. En fait, l'objectif aujourd'hui pour les investisseurs, ça va être d'investir. Enfin, après, selon encore une fois le régime fiscal que vous allez retenir, il faut avoir encore voir de façon globale votre projet et pas être fixé sur une chose, c'est-à-dire pas fixé que sur la fiscalité, pas fixé que sur l'investissement, pas fixé que sur une chose, mais sur l'ensemble des critères. Mais le conseil que je pourrais donner si on fait abstraction de tous les autres critères, ça serait Mm. d'investir le plus possible en nom propre, d'aller au bout de son Ouais. endettement et ensuite d'investir en structure et de passer sur de la SCI si vous pouvez, si c'est un avantage Mm. fiscal, ou de passer sur des structures plus professionnelles comme la SARL de famille qui peut avoir des gros avantages d'un point de vue fiscal, mais également sur des structures comme la SAS si vous avez des intérêts. Après, il faut juste être conscient d'une chose, c'est que du coup, les durées vont être réduites encore une fois sur le financement et que l'apport risque d'être plus conséquent.
pareil, qu'il va falloir vraiment présenter votre projet comme un professionnel et plus comme un particulier. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais si vous avez quelque chose que vous devez retenir, c'est vraiment ça. Investissez le plus possible en nom propre, ou en tout cas tant que vous pouvez, et ensuite vous passerez sur des structures un peu plus complexes. De toute façon, c'est important de maîtriser un peu tout. Donc commencez simple. Et pareil, pas présenter des dossiers trop compliqués. Tout à l'heure, tu parlais d'holding au sein d'une SCI. Mais si tu commences à monter une usine à gaz, alors c'est pas forcément compliqué pour quelqu'un qui a l'habitude, mais pour un banquier lambda qui a juste une résidence principale, il va vite être dépassé si vous commencez à lui parler de SCI avec la holding dedans, etc. Il va plus. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous faire accompagner, par exemple par toi, Célia, pour tes clients, ou de se faire accompagner par un professionnel qui sera en mesure d'expliquer aux banquiers l'investissement, et en plus, il pourra plus se servir de ça du coup pour donner un refus parce que ça sera compréhensible et il aura eu la parole d'un expert en face de lui qui lui aura expliqué pourquoi le client fait ça et pourquoi il fait ce montage-là. Ok. Bon, de toute façon, après, moi, je te rejoins sur cette partie-là, même d'un point de vue fiscal. De toute façon, aujourd'hui, ben, on a le statut de loueur meublé non professionnel qui est un statut qui est aujourd'hui une niche fiscale. Hein. Fiscalement, on peut difficilement faire mieux. On peut pas faire mieux, on va dire. Donc, nous La aussi, on SRL a de tendance de famille. toute façon. Après, effectivement, il y a la SRL de famille, mais il y a d'autres contraintes parce qu'après, il peut y avoir des affiliations, des cotisations sociales. Il y a d'autres contraintes. Mais pour commencer, faites simple de toute façon. Investissez en nom propre. Souvent, on va vous renvoyer vers des structures, enfin, sur la location meublée non professionnelle. Vous êtes sur des statuts quand même très optimisés fiscalement. Et quand vous dépassez certains seuils, quand vous risquez après de basculer en professionnel, de continuer vos investissements via des sociétés. Ça va permettre de cloisonner les choses, de diversifier vos modes d'exploitation aussi. Et de pouvoir aussi continuer à prétendre à des crédits immobiliers pour la suite en tout cas. Ouais, c'est clair. Mais profitez, voilà, comme tu le dis, profitez bien du statut de LMNP. C'est simple. Voilà, vous avez plein d'avantages grâce à ce statut, donc profitez-en au maximum avant de vous lancer sur de l'emprunt en société. Après, si vous arrivez au maximum de votre endettement, vous n'avez plus le choix, professionnalisez-vous, pardon, je vais y arriver, et passez sur des structures, effectivement. Ok. Et après, sur le type d'accompagnement que tu proposes, est-ce que tu proposes justement ce type d'accompagnement un petit peu renforcé où tu vas aller négocier avec le client auprès de la banque sur des dossiers peut-être un Ouais. peu plus conséquents? Est-ce que tu proposes ce type d'accompagnement? En fait, ce qu'on fait pour les clients qui souhaitent acheter, on détermine vraiment la stratégie en amont, ensemble avec le client. Et une fois qu'on a déterminé la stratégie, quand on passe sur des investissements en structure professionnelle, donc par le biais d'une société, on leur fait le prévisionnel et le business plan parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait dans notre métier avec Benjamin pendant des années. On a présenté ça donc quand vous passez sur des engagements, enfin sur des systèmes, comment dire, des comités ou d'engagement qui décident de la validité des dossiers, de faire ou de pas faire, vous devez présenter ce type de prévisionnel. Donc c'est ce qu'on fait. On a l'habitude de regarder les chiffres que vont regarder les banquiers, et du coup de présenter le dossier avec tous les chiffres clés, toutes les choses que la banque a besoin de voir. Donc effectivement, sur les dossiers qu'on présente, on a très peu d'échecs, même pour l'instant on est proche de zéro, puisqu'on arrive vraiment à mettre en avant, à condition bien sûr d'avoir trouvé le bien rentable et le bon projet. Mais à partir de là, on arrive plus facilement à obtenir les financements. Ouais. D'accord, ok. Donc sur il y a différentes parties. Enfin, au niveau de l'accompagnement, soit en fait vous proposez peut-être de la formation déjà concrètement Alors, on va avoir en nos amont. formations qui vont être en ligne début janvier. Donc, c'est une D'accord. formation sur l'investissement de A à Z, comme on peut retrouver chez pas mal de monde. La différence, c'est qu'il y aura une grosse partie sur le financement, notamment, qui sera un peu plus conséquente parce que c'est notre métier. Mais voilà, au travers de l'expérience qu'on a pu acquérir, soit par les clients qu'on a accompagnés, vous avez les chiffres sur ton banquier à domicile, sur la partie pro, enfin le nombre de clients qu'on a accompagnés, le nombre de millions qu'on a financés. Donc, on a accompagné pas mal de monde. Donc, voilà, on a une expérience qui est quand même assez importante. Et même par le biais des investissements que j'ai pu faire à titre perso. Donc, c'est vrai qu'on va commencer par regarder, une fois qu'on a trouvé le bien, quelle stratégie mettre en place. Pareil pour les travaux. Comment gérer la partie travaux, que ça soit à distance ou sur place. Quelle société retenir. Vous avez des possibilités de vérifier sur Internet la solidité des entreprises que vous allez choisir.
Après, quel investissement monter? Est-ce que ça va être rentable grâce à l'investissement que vous allez solliciter, que vous allez obtenir? Est-ce que votre bien va toujours être rentable? Donc, il faut savoir que si c'est sur 25 ans, c'est pas la même chose que sur 15 ans. Quel avantage vous pouvez en tirer d'avoir un investissement sur 15 ans? Pareil par rapport à votre rapport, la mise en place des locataires, une fois qu'on a retenu la stratégie, alors que ça soit la stratégie colocation, location courte durée, location meublée classique. Enfin voilà, voir un petit peu comment on peut faire pour mettre les locataires en place, vérifier aussi l'endettement des locataires parce que ça va être important de pouvoir jauger et de pouvoir voir le sérieux des locataires que vous allez mettre en place. Et si vous partez sur de la location courte durée, comment vous allez pouvoir optimiser votre location en automatisant un maximum et avoir le moins de contraintes au niveau du temps. D'accord, ok. Donc il y a cet aspect formation. Donc ça, pour vous, ça sortira au mois de janvier. Les formations, ça sort au mois de Ouais. janvier. Les accompagnements, vous Et pouvez prendre les l'accompagnement, accompagnements dès maintenant. dès maintenant, là, si par exemple quelqu'un, un investisseur a voilà, un projet qui souhaite être accompagné vraiment sur la stratégie et trouver vraiment une banque, un partenaire pour la suite, ils peuvent te solliciter même dans toute la France. Ouais, alors aujourd'hui, on est en train de mettre des partenariats en place sur l'ensemble de la France. On D'accord? intervenait jusqu'à maintenant principalement sur l'Île-de-France. Là, on est en train de s'étendre, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Ça fait 3, 4 mois qu'on y est. Hmm. Donc, ça fait depuis peu qu'on doit répondre à cette problématique-là. Jusqu'à maintenant, on intervenait beaucoup sur l'Île-de-France, mais là, on intervient maintenant sur toute la France. Et après, ce qu'on D'accord. propose, effectivement, c'est qu'on a des banques partenaires, donc avec qui on a l'habitude de travailler. Ils savent comment on travaille. Donc, nous, on fait une pré-étude du dossier en amont. Et D'accord. ensuite, on aide les gens pour mettre une stratégie en place pour obtenir leur financement. On va dire à tous les coups, si on décide de vous accompagner, c'est qu'on a déjà fait une étude de votre dossier, on sait que c'est faisable. Et après, nous, on va vous aiguiller surtout sur la manière de le présenter et la stratégie à retenir pour le présenter en société, en nom propre, sur quelle durée, comment mettre en avant les loyers. Enfin, voilà, l'ensemble de votre projet complet. Et encore une fois, vous pouvez aller sur Ton Banquier à domicile, vous nous envoyez votre mail ou votre numéro en message privé, on vous enverra la liste des documents à fournir pour avoir un dossier complet, un dossier bancaire en béton. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas là si vous avez des questions, ben déjà à contacter directement Christophe, par exemple sur Instagram ou au niveau du site Ouais, bien internet. sûr. Et puis si vous voulez récupérer vraiment un dossier complet avec la liste des pièces, n'hésitez pas à lui transmettre votre adresse mail pour qu'il puisse vous transmettre tout ça. Euh, est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire peut-être de la vidéo pour qu'on puisse y répondre. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si on peut remonter. Alors, j'essaie de remonter. On Donc, regarde. bon voilà, ça répond à ces questions. Donc, Alors, ça, c'est il y a des autres choses oui, que je peux préciser. C'est que, oui, pareil, par rapport au partenariat que vous pouvez mettre en place avec la banque, il va y avoir une chose qui va être très importante. Ça va être les recommandations que vous faites auprès de la banque. C'est-à-dire, plus vous allez ramener de clients, de bons clients, j'entends, hmm, plus la banque va avoir du mal à vous refuser des dossiers. Si vous lui ramenez 15, 20 personnes, ça va être difficile après de vous dire non quand vous allez lui présenter un projet. Donc la recommandation aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les banques. Ils ont besoin de nouveaux clients. Donc n'hésitez pas à ramener du monde, à ramener des bons clients. Ça vous d'accord, aidera vous aussi à vous faire financer par la suite. d'accord, ok. D'autant plus que si vous avez un bon banquier, entre guillemets, un bon entre guillemets, mais quelqu'un qui vous accompagne et qui n'est pas frileux, n'hésitez pas à recommander du monde et à solliciter voilà, pour d'autres Hmm. investisseurs. Souvent, on fait partie du groupe d'investisseurs. N'hésitez pas à recommander une personne qui vous permettra d'investir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Et, oui, JP oui. Et surtout un qui dit banquier qui aura déjà de l'expérience, ouais. JP dit j'ai posé une question plus haut, n'hésite pas à la reposer. Je ne sais pas quelle est la Alors, il y question. avait une question, comment tu négocies après les frais 10%? Ah oui, c'était pour l'apport en fait. Ouais. Euh, Alors, pour l'apport, tu négocies, comme on disait tout à l'heure, tu peux mettre en avant le fait que, au lieu de mettre l'apport, tu vas le mettre dans un contrat d'assurance vie, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tes 10% d'apport, tu vas placer l'argent sur un contrat d'assurance vie. En échange, la banque te fera un 110%. Après, pour ce qui d'accord. est de la négociation des frais de dossier,
par exemple, moi, je les négocie jamais parce que voilà, la banque a besoin d'être rémunérée, c'est pas une association. Donc, ils Mhm. sont là aussi pour gagner leur vie. Et puis vous, vous êtes investisseur, vous êtes là pour vous faire financer, pas pour négocier 400 ou Mhm. 500 euros, on s'en moque. Mhm. Donc, oui, donc c'est toujours faire valoir les contreparties. Là, dans ce cas-là, C'est proposer pareil. de mettre l'apport en assurance vie. Ouais, c'est pareil pour tout ce qui est assurance emprunteur. N'allez pas prendre une assurance emprunteur, lui faire une délégation d'assurance, ça Mhm. n'aura aucun intérêt. Moi, je vois là sur le dernier financement sollicité, j'ai 200 euros d'assurance emprunteur, alors que dans une autre banque, j'ai 36 euros pour la même somme. Mais j'ai pas négocié parce qu'encore une fois, c'est à côté de ça, vous avez du 25 ans, vous avez 50 différés, vous n'avez pas d'apport. Enfin, au bout d'un moment, faut pas essayer de gratter tout ce que vous pouvez. Faut vraiment mettre, voilà, donner un petit peu pour recevoir. Si vous donnez pas, vous recevrez rien du tout. Oui, c'est ça. Il faut vraiment voir ça comme une négociation vraiment commerciale. Donc, pour que ça tienne, il faut que chacun y trouve son compte dans la durée. Donc les contreparties, c'est indispensable C'est aujourd'hui. ça. Alors, même pour la résidence principale, 25 ans, c'est compliqué. Non, je pense que tu avais déjà Non. répondu à cette Ouais. question. Tu disais que c'était jouable C'est aujourd'hui. 25 ans, tu peux pour de la résidence Ouais. principale. Tu peux même aller sur 27 ans si c'est de l'achat dans le neuf. Donc en VFA ou si tu as beaucoup de travaux, plus de 25% du prix du bien pour la résidence principale, tu pourras effectivement. D'accord, ok. Alors, je remonte pour les questions. Et il y en a une, la question. Oula, elle est longue. J'ai pour projet de faire un studio d'enregistrement. Je sais que la demande est énorme avec une SCI. Ça marche du coup, sachant que vous êtes dispo de locaux. En fait, si j'ai bien compris la question, tu veux acheter des murs pro, c'est ça, pour faire une activité professionnelle. Effectivement, ça passera sur du crédit professionnel et une SCI à l'IS. En tout Et cas, la banque te financera sur un crédit professionnel si tu as une activité pro dedans et pas sur du crédit habitation. donc J'espère que oui, ça là, répond à là ta donc, question. c'est ce qu'on a dit, c'est ce que tu nous disais. Là, il faut faire attention. La durée d'emprunt sera certainement plus courte. On sera plutôt de l'ordre de 15 à 20 ans. C'est ça. Et il va y avoir une étude Mm. aussi de l'activité qu'il va y avoir dans les locaux Mm. pro. Parce que là, non seulement tu achètes par le biais d'une structure, mais tu finances quelque chose de professionnel. Donc là, c'est vraiment comme une étude pour une société. La banque va te faire un financement pro et ça aura plus rien à voir avec de l'habitation quelque part, puisque dedans, ça va héberger une activité qui sera aussi pro. Ça va être comme des locaux commerciaux. Donc, il va y avoir une étude vraiment de l'activité qu'il va y avoir dedans pour voir si ça tient la route ou pas et si tu vas être payé ou si tu risques d'avoir des impayés de crédit. Mm. Donc, par exemple, si c'est de la mise à disposition à soi-même, si déjà on a plusieurs bilans au niveau de l'activité, déjà là, ça va faciliter les choses. C'est pas les dossiers les plus complexes à faire passer, j'imagine. C'est exactement ça. Mm. En fait, si vous avez des bilans que votre société tient la Mm. route, ça va être beaucoup plus simple de vous faire financer que si vous achetez des locaux commerciaux où dedans il y a, je ne sais pas quelle activité, je vais pas en citer parce que voilà, il n'y a j'ai pas de truc là-dessus, mais si l'activité qui est dedans tient pas la route, ça va être difficile de vous faire financer. Il faut vraiment, si on voit que c'est par exemple, je sais pas, des coiffeurs et que ça change tous les 6 mois, c'est qu'il Ouais. y a un réel problème et que vous risquez d'avoir du mal à vous faire financer. Si maintenant l'activité du salon de coiffure est en place depuis 15 ans, que c'est le même locataire qui paye, ça va être beaucoup plus facile pour vous faire financer. Ah oui, c'est ça. Donc là, oui, ils vont regarder la nature de l'activité exercée à l'intérieur des locaux. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que si c'est de toute façon votre activité pro, où vous avez déjà de l'antériorité, pour le coup, là, ça facilite les choses. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Déjà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets, en tout cas, On a vu pas mal de choses. on a vu pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter ou une précision? Non, je pense qu'on a vu. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli ce soir. Et puis, ouais, n'hésitez pas si vous avez des messages privés à bien nous laisser un message sur ton banquier à domicile sur Instagram. On répondra avec plaisir et puis on vous fournira la liste des documents à fournir à votre banque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous laisser votre numéro. C'est pareil, on vous rappelle, on est très réactif. Donc, n'hésitez pas. Et encore, merci à toi. Et je pense qu'à la rentrée, on fera l'inverse. Oui, avec Tu plaisir. viendras Ouais. sur notre compte pour Avec parler à plaisir. ton tour de ta spécialité.
et qu'on puisse avoir quelque chose de complet. Oui, avec plaisir. Donc, de toute façon, si vous avez des questions ou si vous regardez cette vidéo en différé, qu'elle n'est pas en direct, n'hésitez pas en tout cas à poster cette question en dessous de la vidéo ou à venir interagir directement avec nous, ou plutôt en tout cas sur l'Instagram Ton banquier à domicile, puisque c'est ton domaine d'expertise. Donc, n'hésitez pas à solliciter Christophe si vous avez des questions via le site internet, via le compte Instagram ou sinon à poster la question en commentaire de cette vidéo et puis on y répondra avec plaisir. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette Merci à intervention, toi, ces Célia. conseils précieux. Ça a permis, je pense, d'éclairer pas mal de monde. Et puis, c'est ça, il faut aussi rassurer un petit peu les investisseurs, parce que nous, on a vu beaucoup de personnes qui étaient assez inquiètes. Mais en fait, concrètement, de toute façon, les conditions, si vous êtes fait financer sur 2021, il n'y a pas de grand changement avec Non, 2022. C'est juste que de toute façon, si vous voulez continuer à investir dans l'immobilier, de toute façon, il faut professionnaliser les choses. Et puis aujourd'hui, encore plus que jamais, on va dire. Donc, c'est exactement ça. T'as tout donc dit. voilà. Donc ne Il vous n'y a pas de inquiétez pas. changement. Pardon? Pas de changement. Je dis, il n'y a pas de changement. Vous pourrez continuer à investir. Juste professionnalisez-vous et il n'y aura pas de problème en 2022. Ça sera comme en 2021. Vous pourrez continuer les investissements. Voilà, donc l'investissement locatif n'est pas mort. Voilà. C'était la conclusion de ce soir. On peut toujours continuer à investir dans l'immobilier, C'est mais ça. voilà, faut avoir des dossiers plus carrés, être prêt à négocier, à mettre en place des contreparties. Et voilà, vous pourrez trouver un financement sans problème. Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, un grand merci pour ce live et tous les Bientôt. conseils. Puis on se retrouve très bientôt, certainement, pour un nouveau live à À la bientôt, rentrée. Célia. Bonne Passez fête de de bonnes fin fêtes de d'année fin d'année. Ouais. à tous et puis à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.